Azure Container Instance. Donc, Azure Container Instance, c'est l'implémentation de Docker dans l'environnement de Azure. Alors, donc, la présentation sera en 3 parties. Donc, la première partie sera dédiée à Docker. Donc, je vais parler de Docker un peu en général. Dans la deuxième partie, on va attaquer Azure Container Instance. Donc là, c'est Docker dans l'environnement Azure. Puis dans la troisième partie, on va faire une démonstration avec une application Python qu'on va déployer ensemble. Alors, dans l'application qu'on va déployer, Joseph, je ne sais pas si tu parles toujours ou pas, parce que je ne t'entends plus. dans la partie démo, c'est un instant, je vais changer de connexion. Allô, s'il vous plaît, là c'est bon, vous m'entendez? Oui, D'accord, ok. Bon, je pense que c'était un problème de connexion. Donc, du coup, s'il vous plaît, à partir de quel moment vous m'avez perdu? et à partir de la définition de Docker, il me semble bien. C'est à partir de cette slide-là? Oui, Bien, d'accord, ok. Donc, je reprends dans le plan de la présentation, c'est ça, c'est une présentation en 3 étapes. Dans la première partie, je vais parler de Docker, donc une introduction à Docker. Dans la deuxième partie, on va parler de Azure Container Instance, donc qui n'est rien d'autre que l'implémentation de Docker dans l'environnement Microsoft Azure. Puis dans la partie 3, on va faire une démonstration où on va déployer une application Python avec Azure Container Instance. Voilà, donc l'application qu'on va déployer dans la partie démo, là voilà. Donc c'est une application que j'ai développée avec Flask. Donc on va pas reprendre le développement, on va juste tester le déploiement sur le cloud de Microsoft. Donc sans trop tarder, on attaque la partie 1. Donc introduction à Docker. Donc, avant d'attaquer Docker proprement dit, donc j'aimerais faire un petit rappel pour un peu mettre le décor. Aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'applications. On dématérialise presque tous les processus. Donc, je prends par exemple les gouvernements qui aujourd'hui donnent la possibilité de faire par exemple des demandes de documents en ligne. Donc, lorsqu'on tape HTTPS quelque chose et qu'on va sur un site ou une application, donc derrière, il y a un serveur euh, sur laquelle l'application est démarrée et c'est ça qui nous permet d'accéder à cette application. Donc, il y a un échange de données. Par exemple, nous pouvons remplir des formulaires, envoyer au serveur, le serveur nous retourne des réponses. Et la question, c'est comment on fait ce déploiement-là dans l'application, comment elle est déployée. Donc, c'est dans ce cadre-là que Docker intervient, par exemple. Voilà, donc là, je vais prendre l'exemple d'un développeur voilà, qui travaille sur une application avec React, avec Angular, n'importe quoi, avec Python, Laravel ou d'autres technologies. Donc, lorsqu'il développe l'application chez lui, donc pour le moment, c'est toujours lui seul qui a accès à l'application. Maintenant, il faudrait qu'il le déploie pour que les utilisateurs finaux puissent accéder. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise en production. Donc, c'est-à-dire mettre l'application à la disposition des utilisateurs finaux. Donc, c'est en 3 étapes. On développe l'application, on fait des tests pour s'assurer que l'application fonctionne très bien. Puis, on déploie l'application en production. Maintenant, la question, c'est
on veut déployer l'application que le développeur a chez lui sur sa machine en production. Comment est-ce qu'on fait? Donc là, je vais vous rappeler un peu l'historique et ce qui se fait actuellement. Donc là, je prends l'exemple d'une entreprise qui développe une application que ses utilisateurs doivent utiliser. Donc, l'application est développée, c'est sur la machine des développeurs. Maintenant, il faut mettre ça en production pour que les utilisateurs finaux puissent l'utiliser. Donc, ce que l'entreprise fait au début, au tout début, c'est qu'on va commander un serveur physique. Donc, on va faire une commande de serveur physique. Donc, ça va prendre du temps. Quand déjà validé déjà la demande de serveur, on fait la commande, le fournisseur va livrer le serveur, on va le configurer, tout ça et tout. Et après, on va déployer l'application dessus. Donc ça, c'était le process un peu au tout début lorsqu'on veut déployer une application. Après, on a eu les machines virtuelles. Donc, le principe des machines virtuelles, c'est qu'on va prendre maintenant une seule machine physique. Donc, au lieu qu'à chaque fois qu'on veut déployer une application, on achète un nouveau serveur. Donc, on va prendre la même machine, la même machine là, la physique qu'on a, on va diviser ça en plusieurs machines virtuelles. Donc, c'est là la notion de virtualisation vient. Et on prend la même machine physique et on divise cette machine-là en plusieurs machines virtuelles. Donc, ça permet de déployer des applications sur chaque machine virtuelle. Ensuite, on a les conteneurs. Donc, les conteneurs vont encore plus loin que les machines virtuelles. Donc, le principe des machines virtuelles, c'est qu'on prend des conteneurs, pardon, c'est qu'on va prendre une machine virtuelle et sur la même machine virtuelle, on va créer plusieurs conteneurs pour déployer plusieurs applications à la fois. Donc, pour résumer un peu, c'est qu'on part d'une machine physique qu'on peut diviser en plusieurs machines virtuelles, donc ce qui donne plusieurs machines. Et avec les conteneurs, on peut prendre une machine virtuelle et déployer plusieurs conteneurs dessus. Donc, on va voir dans la suite ce que les conteneurs là font exactement. Donc aujourd'hui, pour la plupart des déploiements, sinon quasi tout, ce sont les conteneurs qui sont à la tendance parce que c'est le niveau le plus optimisé. Maintenant, de plus en plus, ces derniers temps, on parle de serverless. Donc le principe du serverless, c'est quoi? C'est que j'ai un conteneur Docker, par exemple, sur lequel j'ai déployé une application. Mais il y a certaines applications qui ne sont pas utilisées tout le temps. Mais quand on déploie une application, l'application est live 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. Et il se peut que l'application soit utilisée peut-être 2 fois par jour, peut-être à des heures précises de la journée, puis le reste du temps, l'application n'est pas utilisée. Mais la ressource derrière, elle est en train de tourner 24 heures sur 24. Donc, pour éviter ça, bon, dans un souci d'optimisation des ressources, donc on va décider que pendant que personne n'utilise l'application, on va l'arrêter. Et c'est ça la notion de serverless, c'est que l'application est arrêtée pendant que personne ne l'utilise. Et c'est quand quelqu'un l'appelle qu'on redémarre automatiquement l'application pour que la personne l'utilise. Ou bien on peut planifier des heures auxquelles l'application va tourner. Sinon, le reste du temps, l'application va être éteinte. Donc, ça, c'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Alors, donc ici, je vais revenir sur les machines virtuelles et les conteneurs. Donc, comme je le disais plus tôt, Euh, S'il vous plaît. oui, Bon, on peut poser la question lors de la présentation, bien on laisse la présentation finie, on pose la question. bon, Vous pouvez si tu laisser vas pas, tu les peux questions noter dans le quelque chat. part. Une fois que la Voilà. présentation est à Ok, la partie questions-réponses, il va prendre ok, soin de répondre à toutes les questions en même temps. ok, c'est bon, allez-y. D'accord. Donc ici, on va faire une comparaison, un peu un comparatif entre les machines virtuelles et les conteneurs. Donc, comme je l'ai dit, dans tous les cas, on part toujours d'une machine physique. Donc, c'est ça le matériel ici. Donc, je prends une machine physique sur laquelle, par exemple, sur lequel, pardon, on a déployé Linux. Voilà. Donc, la machine, c'est une machine Linux, par exemple. Maintenant, il y a des besoins. Supposons que l'entreprise a une grosse machine, Linux, et il y a des besoins. Par exemple, il y a un développeur qui travaille sur une application, il y a un autre développeur qui travaille sur une autre application. Maintenant, il faut à chaque développeur fournir une machine pour qu'il puisse
voilà, faire ces développements. Donc, avec les hyperviseurs là, donc, ce sont des applications qui permettent de créer les machines virtuelles. Donc, je peux, sur la même machine, créer des machines virtuelles et l'associer et le donner, par exemple, à chaque développeur. Donc, il y a une contrainte ici, c'est que quand je crée la machine virtuelle, je dois allouer des ressources. Donc, je dois dire que cette machine va avoir telle capacité, telle capacité RAM, telle capacité disque. Donc, je dois partager les ressources de la machine physique. Donc, des fois, ça peut être contraignant parce que si l'application et si la machine virtuelle n'est pas utilisée, les ressources là sont allouées et l'autre, c'est la deuxième machine virtuelle ne pourra pas l'utiliser, par exemple. Maintenant, dans le cas des conteneurs Docker, c'est que là, on a un outil d'orchestration de conteneurs, donc par exemple Docker, donc qui permet de créer, de démarrer des conteneurs dans lesquels l'application va tourner. Et ici, on ne fait pas d'allocation de ressources. Donc, on va avoir quelque chose de similaire à la machine virtuelle où l'application tourne avec toutes les dépendances qu'il faut, mais euh, on ne va pas faire d'affectation de ressources. Du coup, la machine est toujours là. Si je veux créer peut-être 10 conteneurs, je peux toujours en créer. Donc, si le conteneur n'utilise pas telle ressource, les autres peuvent toujours l'utiliser. Donc, il y a une optimisation, une meilleure optimisation des ressources. Et surtout, une grande contrainte aussi, c'est que créer une machine virtuelle, ça peut prendre beaucoup de temps pour configurer, donc faire les configurations, tout ça là, ça prend beaucoup de temps. Alors que les conteneurs, ça se fait très rapidement et ça peut s'arrêter rapidement et redémarrer en même temps rapidement. Donc ça, c'est l'un des grands avantages des conteneurs. On va passer voilà, à la slide là. Donc, comme je le disais, les conteneurs aussi sont une autre forme de virtualisation, mais sauf que cette fois-ci, on ne fait pas d'allocation de ressources. Et vous allez voir dans la suite. Donc, là, je lis la définition, hein. Donc, un conteneur, c'est une unité autonome qui va encapsuler l'application et toutes ses dépendances, hein, et tout ce qu'il faut à l'application pour tourner correctement. Donc, c'est ça le conteneur. Donc, il embarque tout ce qu'il faut dans le code de l'application, les dépendances dont vous spécifiez l'environnement dans lequel l'application doit tourner. Et c'est très facile à mettre en place. Bon, on dit facile, c'est très léger à mettre en place, quoi. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Donc, l'un des avantages, c'est que si moi, par exemple, je développe une application et que je le mets dans un conteneur, donc ça, c'est la portabilité. Dans la portabilité, c'est que je peux passer ça à Jeffrey, je peux passer à Was. Donc, lui, du moment où je spécifie bien les dépendances, il peut le tourner chez lui. Donc, il est chez lui, par exemple, une machine Linux, une machine Windows ou une machine macOS. Donc, il peut tourner ça chez lui. Donc, c'est ça la portabilité. Maintenant, le point isolation, c'est pour revenir dire que j'aime une machine, par exemple. Bon, là, actuellement, j'ai ma machine qui est Windows. Donc, je peux déployer une application qui va tourner dans un conteneur où le système d'exploitation est Linux. Et ce système-là sera complètement isolé de ma machine même. Maintenant, on a la légèreté. On va le voir aussi, les conteneurs sont très légers. Donc, lorsqu'on optimise bien, donc, on peut déployer une application dans un conteneur qui sera très léger. Donc, on a le côté aussi rapidité de déploiement. Donc, comme je l'ai dit, c'est très rapide de déployer un conteneur et on peut l'arrêter quand on veut le redémarrer très rapidement. Et là, le dernier point, c'est que les conteneurs s'inscrivent très bien dans tout ce qui est DevOps et CI/CD, donc tout ce qui est intégration continue, livraison continue. Ça s'inscrit très bien dans ce cadre-là. Maintenant, quelles sont les technologies de conteneurs qui existent? Donc, on a L6, Podman et Docker. Donc, ce sont les trois principaux qu'on retrouve. Mais celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est Docker. Et c'est de ça qu'on va parler. Alors, bon, la technologie Docker, c'est de la même manière que les autres, ça permet de créer des conteneurs.
Maintenant, sa particularité, c'est déjà qu'il est multiplateforme. Donc, avant, dans tout ce qui est déploiement, il y avait une contrainte un peu sur Linux. Donc, aujourd'hui, avec les Docker, c'est peu importe le système d'exploitation sur lequel on est, on peut utiliser Docker. Donc, ça, c'est un grand avantage de Docker. Donc, il y a aussi le fait que Docker est très flexible. Donc, il n'y a pas trop de contraintes. On a la main pour faire les choses comme on veut un peu. On a la main pour faire les choses comme on veut. Et aussi, un autre point, c'est que Docker est open source. Donc là, c'est open source. Vous pouvez contribuer donc, avec la communauté qui propose des idées. Donc, ça permet aussi à l'outil de se développer très rapidement. Donc, il y a aussi le côté extensibilité, c'est que Docker rentre. Il y a par exemple un autre logiciel qui s'appelle Docker Compose qui est une continuité de Docker, donc qui permet, lorsqu'on a à gérer plusieurs conteneurs, donc Docker Compose permet de faire ça. Et on a Kubernetes aussi qui permet de gérer plusieurs conteneurs. Donc, peut-être pour rappeler juste un truc, c'est Docker en fait a été créé par des Français. Donc, c'était une entreprise française qui au début était basée en France, mais après ils ont déménagé aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'ils ont vraiment pu bon, décoller, si je peux dire ça, pour devenir ce que Docker aujourd'hui. Alors, voilà. Travailler avec Docker peut se résumer en 3 étapes. Donc, 3 étapes. Donc, déjà, il faut euh, créer une image Docker. Donc ça c'est, on en parle, image Docker. Donc l'image Docker est créée à partir d'un fichier qui s'appelle Dockerfile. Donc la première chose qu'on fait lorsqu'on travaille avec Docker, c'est créer le Dockerfile. Donc je crée mon Dockerfile, donc je vais indiquer toutes les instructions pour avoir mon conteneur, pour avoir mon image Docker. Et c'est avec l'image Docker, donc on peut voir ici comme une moule, que je vais démarrer ou bien déployer mon conteneur. Donc, le conteneur, c'est la brique, en fait. Voilà, dans l'image, c'est un peu l'abstrait et le conteneur, c'est le concret. Voilà, ce qui est... Donc là, c'est une étape en séquentiel, hein. Donc, je crée mon Dockerfile, je construis mon image Docker, puis je déploie le conteneur. Donc là, on va regarder un exemple. Voilà, donc là, je vais prendre un exemple pour une petite application Python, par exemple. Donc, je veux créer une image Docker pour mon application Python. Donc, première chose à faire, c'est de dire à Docker quel est l'environnement de base que je veux utiliser pour mon application. Donc, l'environnement de base, c'est quoi? C'est-à-dire, quand je développe une application, mon application a besoin d'un environnement pour s'exécuter. Donc, par exemple, mon application va tourner dans un environnement Linux, par exemple. Donc, je peux spécifier ici que je veux une image de base Linux. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que le conteneur va être créé avec l'image de base. Bon, il y aura un certain nombre de trucs qui seront installés par défaut. Donc là, je prends par exemple l'image Python 3 Buster. C'est pour aller vite et être plus précis, plutôt que de partir d'une image très basique. Donc, je peux spécifier, par exemple, une image comme Python 3 Buster là, qui va déjà par défaut contenir, c'est un environnement Linux où il y aura Python installé. Et le Buster là, c'est surtout pour la légèreté. Bon, c'est plus léger. Bon, il y a différents niveaux des images. Vous allez voir des images qui sont plus grosses, certains qui sont plus légères. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Et c'est l'instruction from qui permet de faire ça. Donc, je vais indiquer l'environnement de base que je veux pour mon application. Maintenant, une fois que je le fais, la deuxième chose qu'on fait, c'est de copier le code de l'application dans le conteneur. Donc là, je fais le copy. Par exemple, le point, c'est pour dire là où je suis. Donc ça, c'est sur ma machine, je copie tout ce qu'il y a à la racine de mon projet dans le conteneur. Et je veux qu'il dépose ça dans un dossier app. Donc ça permet de faire la copie. Ensuite, j'ai l'instruction workdir qui permet d'indiquer à Docker c'est quoi la racine du projet dans le conteneur. Donc, je vais dire que la racine du projet dans le conteneur, c'est app par exemple.
Ensuite, on a l'instruction run qui permet de faire des installations. Donc, comme je l'ai dit, quand vous avez une application, il y a des dépendances forcément. Donc, dans le cas de Python, il y a un fichier requirement qu'on utilise souvent pour spécifier ces dépendances-là. Donc, une fois que j'ai copié mon code dans le conteneur, donc je vais installer ces dépendances-là. Donc, c'est ça que je fais. Bon, déjà, je mets à jour le pip au besoin et surtout, je vais faire l'installation de tout ce qui est requirement pour mon application. J'ai également une instruction expose qui permet d'indiquer le port qu'il faut ouvrir. Donc, expose, c'est pour dire il faut ouvrir le port là. Donc, j'indique à Docker qu'il doit ouvrir le port là pour qu'on puisse accéder depuis l'extérieur. Et enfin, on a le CMD qui permet d'indiquer la commande qui démarre l'application. Donc, c'est ce que je fais avec le CMD. Voilà, donc on a d'autres mots-clés aussi, mais là, on ne va pas aller dans ces détails-là ici. Alors, voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour votre application, vous décrivez tout ce qui y a comme instruction dans le Dockerfile. Et après, il faut maintenant construire l'image Docker. Donc, le Dockerfile est fait, il faut construire l'image Docker. Donc, avec les commandes Docker, on lance la construction. Donc, on a cette commande-là, Docker. Voilà, donc on a la commande docker build-f, c'est pour indiquer le nom du fichier, donc, du Dockerfile. Donc, -t, c'est pour dire tag. Donc, on va taguer on donne le nom de l'image qu'on veut. Et le point, c'est pour dire la racine du projet. Donc, si le projet n'est pas dans le dossier courant, vous pouvez indiquer le chemin complet. Donc, c'est avec cette commande-là qu'on construit l'image. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un test tout à l'heure, vous allez voir. Donc, ensuite, une fois que vous construisez l'image, vous pouvez afficher toutes les images qui existent sur votre machine. Voilà. Maintenant, il est également possible de télécharger une image qui existe déjà. Donc ça, on va revenir dessus après. Voilà. Donc, une fois qu'on a les images, il faut créer le conteneur. Donc, comme je l'ai dit, l'image, c'est toujours la partie abstraite, dans une forme abstraite de votre application. On ne peut pas encore accéder. Donc, c'est avec le conteneur qu'on peut accéder à l'application. Dans le conteneur, il va être démarré à partir de l'image Docker. Donc là, la commande pour démarrer un conteneur, c'est le Docker run. Dans le "-p", c'est pour indiquer le port sur ma machine. Tout à l'heure, on a vu expose qui permet d'ouvrir un port sur le conteneur. Donc, si jamais je veux ouvrir, par exemple, le port dans l'application elle-même, ça pèse 5000, mais je peux vouloir qu'à l'extérieur, ça soit 8000. Donc, je peux décider ça. Et c'est ce que les deux paramètres-là permettent de faire. Et on a quelque chose qu'on fait, c'est un paramètre restart. Donc, qui permet de dire, je veux que mon application, si jamais la machine s'arrêtait et que ça redémarre, il faut que l'application redémarre de lui-même. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous avez, par exemple, Docker sur une machine et que vous éteignez la machine et que vous l'allumez, les conteneurs ne sont pas réallumés par défaut. Donc, c'est avec ce paramètre-là qu'on spécifie au Docker qu'on veut redémarrer l'application à chaque fois que la machine est redémarrée. Donc, on a le paramètre -e qui permet de définir des variables d'environnement. Donc, avec là, je dis que le nom et la valeur de la variable. Là, on a le -name, donc qui permet de donner un nom au conteneur. Et enfin, -d, bon, ça c'est pour dire je veux déployer en mode détaché, c'est-à-dire quand je lance une commande, donc je vois le résultat sortir dans le conteneur, j'ai plus la main, donc je veux qu'il lance en background. Donc ça s'appelle le mode détaché. Puis je spécifie le nom de l'image à partir de laquelle je veux créer mon conteneur. Donc il y a d'autres commandes pour manipuler, pour interagir avec les conteneurs. Donc par exemple, quand je lance le conteneur, je veux voir les logs. Donc j'ai cette commande-là Docker log qui me permet de voir les logs. Voilà. Donc je peux spécifier le nombre de lignes que je veux voir.
Donc, il y a également une commande qui permet d'accéder au conteneur. Donc, je peux décider de rentrer dans le conteneur et faire des manipulations à l'intérieur. Voilà, donc il y a une deuxième partie des commandes pour manipuler les conteneurs. Donc, par exemple, je veux voir la liste des conteneurs qui sont sur ma machine. Voilà, je peux faire ces commandes-là. Je veux arrêter un conteneur, Docker stop, le nom du conteneur. Je veux redémarrer un conteneur. Bon, là, j'ai Docker restart. Et je veux, par exemple, supprimer un conteneur. Maintenant, il y a également une notion, c'est la notion de registry qui est aussi très importante dans Docker. C'est que je prends l'exemple de, je vais faire le parallèle avec GitHub. Donc, par exemple, quand on travaille sur un projet de code, on publie le code sur GitHub, bien GitLab ou Bitbucket. Donc, histoire d'avoir un dépôt centralisé où le code source se trouve. Donc, ce principe-là existe également pour les images Docker. Donc, on peut avoir un référentiel, donc qui s'appelle un Docker Registry, où lorsque les images sont créées sur les machines des développeurs, donc on peut pousser l'image là-bas pour que quelqu'un d'autre puisse récupérer et déployer par exemple. Donc c'est ça la notion de Docker Registry. Donc il y a un qui existe par défaut qui est géré par Docker lui-même, c'est Docker Hub. Donc ça, c'est un peu comme GitHub. Donc vous allez retrouver des images Docker que les gens ont mis ici, que vous pouvez utiliser pour vos propres développements. Maintenant, ce que les entreprises font, c'est que l'entreprise déploie elle-même, son propre Docker Registry. Donc là, c'est en interne. Donc ça, c'est public. Donc le Docker Registry peut être déployé en interne aussi. Voilà, bon, ici, c'est juste un rappel de ce que je disais. Donc, c'est qu'on a un registre qui est central. Donc, les développeurs qui sont en bas ici font leurs travaux. Ils pushent ici et les gars qui s'occupent du déploiement vont les récupérer pour les mettre en production, par exemple. Donc, ça permet de faire c'est un autre niveau de collaboration entre les développeurs et les gars de la production. Voilà, donc là, on va attaquer maintenant Azure Container Instance. Voilà, donc juste petit rappel sur Azure lui-même. Donc Azure, c'est la plateforme cloud de Microsoft. Donc c'est juste pour rappel. Donc aujourd'hui, c'est AWS qui est leader du marché du cloud. Donc, là, ils ont commencé avant Microsoft. Donc Microsoft est quand même deuxième. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour rattraper. Donc, sur Azure, on retrouve les mêmes services hein, donc pour le calcul. Donc, ce sont les machines virtuelles, voilà, tout ça et tout. Donc, on a le stockage, base de données, donc tout ce qui est réseau, sécurité, l'intelligence artificielle et bien d'autres choses qui existent sur la plateforme. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'environnement Docker. Donc, voilà. Donc, sur Azure, en ce qui concerne Docker, on a essentiellement, je vais dire, trois services. Donc, on a Azure Container Instance, Azure Container Registry, pardon, Azure Container Instance et Azure Container Apps. Donc, ce sont les trois principaux services qui implémentent Docker. Donc, il y a aussi Kubernetes Service donc, qui permet de faire de l'orchestration. Donc, lui, je ne l'ai pas mis ici dans les mais voilà, je l'ai quand même noté là. Donc, ce que nous, on va voir ce soir, c'est les deux premiers. Donc, Azure Container Registry et Azure Container Instance. Voilà, donc Azure Container Instance, c'est juste tout simplement une implémentation, c'est des conteneurs Docker qu'on peut tourner sur sa propre machine. Donc, c'est une reproduction conforme en fait, c'est la même chose. Mais jusque c'est dans le cloud cette fois-ci. Et l'avantage, c'est que je peux utiliser ce service sans passer par une machine virtuelle. Donc, je crée la ressource Azure Container Instance, dont j'indique l'image de base à utiliser et le conteneur est créé. Donc, ça peut être utilisé pour déployer des applications web, par exemple. Donc, comme le cas qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ça peut être utilisé pour tout ce qui est déploiement d'applications
dans tout ce qu'on pourrait faire avec Docker sur une machine virtuelle. Donc, on peut utiliser ce service-là pour le faire aussi. Donc, l'avantage ici, c'est l'optimisation des coûts. Vu qu'on ne prend plus machine virtuelle, donc on prend directement le service. Donc, c'est exactement ce dont on a besoin qu'on prend. Donc, on paie moins que quelqu'un qui prend une machine virtuelle et qui va déployer un conteneur dessus et payer pour toute la machine, par exemple. Voilà, donc c'est sur Azure, ça se présente un peu comme ça, hein, ça se présente comme ça. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, donc on a Azure Container Registry. Donc, comme je l'ai dit, c'est un peu comme GitHub. Donc là, je crée une ressource Azure Container Registry où je peux centraliser toutes mes images Docker. Donc, par exemple, ce qu'on va faire ici, on va mettre l'image sur le, le registry là, et c'est là qu'on va le récupérer pour le déployer sur le Azure Container Center. Donc, c'est que depuis ma machine, je construis l'image, je teste, tout marche bien. Donc, je vais pousser ça sur le registry. Et à partir du registry, je vais créer un conteneur instance qui va faire tourner l'application. Voilà, donc on est arrivé à la partie démo dont je vais rapidement vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, donc c'est l'application là qu'on va déployer rapidement. Voilà, donc il y a certains prérequis, hein. Donc déjà, ce qu'il faudrait faire, c'est installer Docker sur sa propre machine parce qu'il faut déjà tester Docker pour s'assurer que l'application marche très bien avec Docker. Il faut d'abord le tester. Et il y a un outil aussi qu'il faut installer, c'est Azure Command Line Interface. Donc c'est un peu l'invite de commande d'Azure. Maintenant, côté Azure, il faut créer un groupe de ressources, voilà, et provisionner une ressource Azure Container Registry. Pour l'installation de Docker, bon, c'est un peu ça. Donc, on va passer. Moi, j'ai déjà installé, donc on va plus reprendre l'installation. Et voilà. Donc, je vais passer. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, s'il vous plaît, vous voyez bien l'écran, l'éditeur. Voilà. Donc, ça, c'est l'application en local chez moi. D'accord? Donc, c'est une application Flask, donc qui est en local sur ma machine. Donc, déjà, je vais lancer l'application. Oui, l'éditeur est bien visible. Maintenant, est-ce que c'est possible d'augmenter la police au niveau du CMD? OK. C'est mieux maintenant? Oui. D'accord. OK, super. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'application que je... Voilà. Donc, je démarre l'application. Donc, je vais aller sur le URL qui m'est donné en local. Je vais là. OK. Voilà. Donc, là, je suis sur l'application en local chez moi. Donc, là, quand on voit ici 127.0.0.1, donc c'est le local host. Donc, je suis sur ma machine locale. Donc, là, je fais les tests. Bon, pour m'assurer que ça marche bien. Voilà, et tout ça et tout. Bon, juste pour expliquer, c'est une application qui permet de créer des liens, bon, de raccourcir les liens, hein, tout simplement. Donc, c'est ce qu'il fait. Donc, quand je le fais, une fois que je vais, donc je prends par exemple ça c'est le lien original, dont l'application va juste convertir ça en générer un petit code pour l'application. Et pour le lien, pardon, là, je peux l'ouvrir et aller sur le, bon, bon, juste pour parler de l'application elle-même un peu, donc c'est ce que ça fait. Donc c'est cette application-là, maintenant que je vérifie que ça marche bien chez moi, que je vais déployer maintenant avec Docker. Donc là, actuellement, je l'ai lancé avec commande Python, quelque chose. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lancer ça, mais cette fois-ci avec Docker. Donc, je vais l'arrêter. Donc, comme on l'a dit, première chose, c'est de créer le Dockerfile. Donc là, je l'ai déjà créé, donc je vais le commenter pour dire ce que je fais. Voilà, donc première chose, comme
je l'ai dit, c'est d'indiquer l'environnement de base, mais l'image de base pour mon application. Donc, par exemple, pour mon application, il faut qu'il tourne dans un environnement Linux où il y a Python préinstallé. Donc, l'image Python Slim là, c'est du Linux avec un Python préinstallé dessus. Donc, c'est à partir de ça que je vais partir. Donc, généralement, on ne part pas de zéro. On part d'une image qui existe déjà. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, là, je dis, part de cette image Python. Donc, il va me donner un environnement Linux avec Python préinstallé. Donc, je pars de là. Ensuite, je vais venir ici. Je vais créer et je vais copier avec l'instruction copy là. Je vais copier tout ce qu'il y a ici. Je vais le copier à l'intérieur du conteneur et il va le mettre dans le dossier /app. Donc, il va copier tout ça, mais sauf juste, bon, là, je vais parler de ce fichier Docker ignore. Bon, même de la même manière qu'on a Git ignore, on a aussi Docker ignore. Au cas où, par exemple, je ne vais pas copier le dossier environnement. Donc, ici, je vais indiquer, voilà, je ne vais pas copier certains fichiers qui ne sont pas nécessaires. Donc, par exemple, là, le dossier env, là, c'est l'environnement virtuel. Donc, ça ne sert à rien de le copier. Donc, c'est ce que le Docker ignore lui fait. Donc, il va ignorer certains trucs qu'il ne va pas copier. Donc, sinon, il va copier tout ce qui existe à la racine du projet. Il copie ça à l'intérieur du conteneur. Donc, c'est tout le code de l'application. Donc, ensuite, je vais indiquer que la racine de mon projet dans le conteneur, c'est ce dossier-là. Donc, c'est ce que l'instruction workdir va faire. Ensuite, une fois que j'indique c'est ça, donc je vais dire installe-moi les dépendances du projet. Donc, par exemple, pour mon petit projet, voilà les dépendances qu'il faut pour que mon application marche bien. Donc, il va installer ces dépendances-là. Donc, avec l'instruction qui est là. Ensuite, il y a certaines initialisations que je veux faire avant. Donc, par exemple, j'ai mis les initialisations dans un fichier que j'appelle setup. Donc, par exemple, créer la base de données, voilà. Il va faire certaines initialisations. Bon, je peux vous montrer. Voilà, donc il va exécuter ces instructions-là. Donc, ici, j'indique voilà, le fichier de l'application. Je vais supprimer la base de données. Il crée la base de données, en fait. C'est ce qu'il fait. Il crée la base de données. Voilà, donc je fais ça. Ensuite, je vais dire d'ouvrir le port 5000 parce que mon application va tourner sur le port 5000. Donc, du coup, d'ouvrir le port 5000. Donc, c'est ce qui va être fait ici. Ensuite, je vais indiquer la commande pour lancer mon application. Donc, la commande, c'est flask run. Voilà, donc je fais -. Donc, ça, c'est de dire qu'il faut que ça soit accessible, peu importe l'IP, et il faut que ça tourne sur le port 5000. Donc, c'est là, je mets la commande qui démarre mon application. Donc, voilà un peu, c'est le Dockerfile pour mon application d'aujourd'hui. Donc, on va tester. Donc, là, je vais venir ici. Donc, comme je voulais montrer la commande pour ça. Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est, comme ce sont des mêmes commandes qu'on refait à chaque fois, bon, moi, j'ai l'habitude de le mettre dans un fichier bash où je liste toutes les étapes à faire, quoi. Donc, par exemple, dans notre cas, ce qu'on veut faire, c'est le build. Donc, on va créer l'image Docker. Donc, c'est cette commande-là. Je vais faire Docker. Donc, -f pour indiquer le chemin du Dockerfile. Ensuite, je vais faire -t pour donner un nom à l'image Docker. Donc là, je fais ça. Je fais ça -. Je vais dire ici version démo. Voilà, j'appelle ça comme ça. Donc, je lance. OK, donc il me dit que, voilà. OK, j'ai oublié de spécifier le chemin de... Voilà. Donc, le point, c'est pour dire la racine du projet, c'est ici, quoi, le dossier courant. J'avais oublié ça. Et voilà. Donc, à un instant, je n'ai pas démarré Docker.
Bon, je vais pour vous montrer sur Windows, ça se présente comme ça. Il y a Docker Desktop, donc qui permet de gérer tout ce qui est Docker sur Windows. Donc, il y a l'interface graphique qui est un peu, bon, pas mal aussi, qui permet de voir tout ce qui est en train de tourner. Donc, par exemple, je vais arrêter celui-là. OK. OK. Voilà. OK. Donc, je relance la commande et c'est parti. Voilà. Donc, première chose qu'il est en train de faire, c'est qu'il vérifie est-ce que l'image de base, un instant. Donc, est-ce que l'image de base que j'ai indiquée ici existe? Si ça n'existe pas, il va aller télécharger ça sur Docker App. Donc, c'est ça la première partie. Il télécharge. Ensuite, il va passer à la copie. Donc, il fait la copie ici. Ensuite, il indique le dossier du courant, voilà. Et il va installer les dépendances. Donc, c'est ça, l'installation des dépendances qui est en cours comme ça. Voilà, donc il a fini, il a exécuté cette commande-là, il a fait le expose, puis voilà, il démarre. Donc, en fait, il nous indique toute la logique il déroule dans l'ordre, voilà, toute la logique de l'application. Donc ici, c'est dans ce fichier-là qu'on décrit étape par étape comment l'application est démarrée ou bien doit être démarrée. Voilà, tout ce qu'il faut faire avant, toutes les dépendances. Voilà, donc là, c'est démarré. On va vérifier si c'est bien. En fait, Docker image pour voir toutes les images qui sont sur ma machine. Voilà, donc j'en ai pas mal. Je pense que la mienne, je l'ai appelée. Voilà, donc c'est là l'image qu'on vient de créer qui est là. Donc à peu près, mon application pèse 184 mégas. Donc c'est plutôt léger. Donc c'est ce qu'on vient de créer il y a 34 secondes. Donc ça, mon image a été créée. Maintenant, ce que je dois faire, c'est tester le conteneur. Donc là, j'ai réussi l'étape de la création de l'image. Maintenant, je vais passer à l'étape du conteneur. Joseph, s'il te plaît, tu peux augmenter, tu peux zoomer un peu. Ne sois pas vain. C'est mieux? Ok, je crois que c'est bon. Je ne sais pas quoi si c'est bon, non? Faites-le au moins pour Linda et toutes les victimes du cercle. Bon, je sais encore d'augmenter. Euh, bon, voilà un peu. Donc ça, on voit les différentes images qui sont, voilà, bon, qui sont sur la machine. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est on va démarrer le conteneur Docker. Donc jusque-là, l'image Docker, ce n'est pas l'application n'est pas encore accessible. C'est juste la moule qu'on vient de créer un peu. Donc maintenant, on va démarrer le conteneur Docker. Donc là, comme je l'ai dit aussi, je les mets toujours là. Dans la commande, comme je l'ai montré, c'est Docker run. Voilà. Donc -p, c'est pour indiquer les ports. Donc le port ici, c'est pour le port sur ma machine. Le deuxième port, c'est le port dans le conteneur. Donc là, le paramètre restart, c'est pour indiquer always, c'est pour dire je veux que ça redémarre à chaque fois que la machine est rallumée. Donc -name, c'est pour donner un nom au conteneur. Et -d, c'est pour dire, bon, je vais faire le test sans -d pour vous montrer un peu ce que ça fait comme ça. Bon, ça s'appelle démo. Donc, je vais mettre ça, enlever le -d pour que vous voyez un peu ce que ça va faire. C'est ça. OK. Je vais changer de nom pour l'appeler démon. Et c'est parti.
Donc, quand je lance le conteneur comme ça, donc quand je lance le conteneur, là, je vois les logs qui viennent comme ça. Et ça ne me donne plus la main. Je ne peux plus taper de commande parce que c'est l'application est en train de tourner, quoi. Je peux pas, j'ai pas la main pour continuer à casser. Donc, du coup, je serai obligé de créer un nouveau terminal pour continuer. Donc, pour éviter ça, c'est là on rajoute le paramètre "-d" qui permet de lancer en mode détaché, donc en arrière-plan. Donc, c'est ça ce que j'arrête le conteneur. Ok, donc je reprends la même commande, cette fois-ci avec l'argument "-d" ici, donc qui va permettre de lancer le conteneur en mode détaché. Donc pour que j'ai toujours la main, donc je lance. Donc cette fois, il lance, mais je ne vois plus les logs, c'est ça tourne en background. Donc si maintenant je fais docker ps pour voir la liste des conteneurs qui sont en train de tourner actuellement. Donc, je vais voir ici. Voilà. Donc, j'ai mon conteneur MLSA démo qui est là. Donc, qui est en train de tourner. Et je peux voir voilà, le port sur lequel c'est accessible. Donc, si je vais à l'adresse là, je devrais trouver mon application. Donc là, on va tester. Je vais aller. Voilà. C'est toujours la même chose. Je vais vérifier. Sur le local. Bon, l'application est toujours accessible ici. Normalement, le 00 doit marcher. Donc ça, c'est l'instance avec le conteneur. Donc là, avant, j'avais lancé depuis la machine de manière basique avec Python, mais cette fois-ci, je le lance avec le conteneur. Donc vous allez voir que ce que j'avais créé, le test que j'avais créé là n'est plus là parce que bon, c'est pas dans l'instant du conteneur. Donc c'était sur la version en local que j'avais créée. Donc là, je me connecte pas avec le compte par défaut. Là, je suis connecté. Donc, je peux faire des choses que je veux sur l'application. Je peux me redéconnecter. Voilà, je viens. Voilà. Donc, l'application tourne bien dans le conteneur. Là, je peux décider, par exemple, de regarder les logs que vous avez montré. Je prends le nom du conteneur. Je peux faire, par exemple, docker log. Je fais "-n" pour dire je vois les 30 dernières lignes. Je mets le nom du conteneur et il va me dire l'instant et Melissa. C'est plutôt ça le nom du conteneur. Ok, c'est ça le nom du conteneur. Voilà. Donc si je fais ça, donc ça m'affiche les logs. Donc je peux voir les logs, les derniers logs de l'application. Donc souvent quand il y a des soucis, donc on fait ça pour vérifier si tout marche bien. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Voilà. Donc si par exemple il y avait des erreurs, j'allais voir des messages des erreurs ici. Donc ça me permet de faire le débogage. Maintenant, je peux aussi décider d'aller dans le conteneur pour voir des choses qu'il y a dedans. Je peux par exemple faire docker exec -it de l'application et je fais par exemple bash. Donc ici, c'est pour dire je veux accéder au conteneur et lance bash à l'intérieur de à l'intérieur du conteneur. Donc quand je fais ça, je suis maintenant dans le conteneur. Donc comme vous avez vu, on avait indiqué ici que le working directory, c'était app. Donc du coup, j'accède au conteneur et je suis dedans. Donc je suis dans le dossier app. Donc si par exemple je fais ls
je vais voir tous les fichiers de mon application qui ont été copiés là. Voilà, donc ce sont les fichiers qui ont été copiés à l'intérieur du conteneur. Donc là, je suis dans le conteneur. Ce ne sont pas les fichiers que j'ai ici. Ce sont les mêmes fichiers qui ont été copiés dans le conteneur. Donc, par exemple, si je veux changer quelque chose, bon, ce n'est pas recommandé, mais c'est dans le conteneur que je peux agir. Donc, par exemple, je donne un exemple. Vous voulez vérifier que des fichiers sont bien générés. Donc, vous pouvez faire comme ça, parcourir et vous assurer que tout fonctionne bien dans voilà, dans le fichier, donc dans le conteneur, qu'il n'y a pas de problème. Donc, ça permet de faire le débogage. Pour voir un peu. Donc, je peux sortir après du conteneur. Donc là, je reviens voilà, sur ma machine. Maintenant que je suis satisfait de l'application, tout tourne bien, je peux maintenant décider de pousser ça vers le risque. Donc, c'est un peu comme si je travaille avec du code, un peu comme GitHub. C'est comme j'ai le projet de code là même. Donc, je vais faire, tout marche bien. Donc, je vais décider d'envoyer ça sur GitHub. Ici, on ne va pas envoyer sur GitHub, mais on va plutôt envoyer sur le Docker Registry. Donc, c'est un peu ça, le paradigme change un peu. Au lieu de partager le code, c'est plutôt l'image de l'application que je vais partager. Et cette fois-ci, je vais partager ça sur le Docker Registry. Je vais montrer ça. Je vais revenir ici. Voilà, donc je viens ici. Je vais aller sur... je pense que c'est ça. Voilà. OK. Donc, moi, j'ai déjà créé un registre pour les images Docker. Donc, c'est ça le registre que j'ai déjà créé. Donc, ça, c'est l'URL d'accès au registre qui est là. Donc, je ne vais plus le recréer, mais si vous voulez le recréer, donc je vais vous montrer comment il faut le recréer. Donc, c'est que vous êtes ici, vous cherchez conteneur registry. Je reviens les services. Ça, je ne trouve plus le registre. Voilà. OK, c'était en français en fait. Voilà. Donc là, je cherche un registre de conteneurs. Donc ça, c'est ce que je fais. Donc si je veux créer un nouveau, donc je fais créer. Donc, bon, comme tous les services Azure, il faut avoir un abonnement, donc un groupe de ressources. Donc, bon, je vais prendre ça. Donc, je vais entrer le nom du registre. Voilà, je vais choisir tous ces trucs-là et tout pour le créer. Donc, moi, j'ai déjà un, donc je ne vais plus le recréer. Voilà, donc je vais juste utiliser celui-là. Je reviens ici. Slide. Voilà, donc comme je disais, le registre comme GitHub, il faut se connecter au registre. Donc,
J'espère que c'est déjà fait. Parce que là, si vous voulez. Faut chercher Azure. Un instant, je suis en train de chercher. Ok, c'est déjà installé. Voilà. Je vais par exemple ici. Que je vais faire par exemple, c'est que je me connais. Je pense que je suis. Normalement, je suis déjà connecté, donc plus qu'il me demande. Ok, donc je suis déjà connecté normalement. Voilà. Donc une fois que je suis connecté, ce que je vais faire, c'est voilà. Donc il y a ce qu'on appelle le docteur tag. Donc c'est pour donner un nom à l'image. Donc c'est comme si je préparais l'image pour le partager avec les autres. Donc là, par exemple, l'image qu'on a créée aujourd'hui s'appelait démo. Maintenant, je veux l'envoyer sur le registre. Donc là, par exemple, je vais appeler ça V2. Voilà, donc je vais prendre l'image là, je vais faire une copie de l'image que je vais appeler comme ça. Et après, je vais envoyer ça sur le registre. Donc, c'est en deux étapes que la publication se fait. Donc, je renomme l'image en quelque sorte, je formate pour l'URL là. Donc, je prends le registre. Bon, la convention, c'est qu'on prend l'adresse du registre, on ajoute le username généralement. Bon, là, comme je suis seul dessus, je ne le fais pas. Donc, sinon, généralement, vous allez voir, on a l'adresse là, bon, l'URL, on a le nom d'utilisateur, puis on donne comment dire, le nom de l'image. Voilà. Et pour cette partie, c'est que je donne un exemple. Hein. Vous avez peut-être une convention dans votre entreprise, vous allez faire 1, 2, 3, donc c'est pour incrémenter. Donc, s'il y a une nouvelle version de l'application, tout ce que vous allez changer ici, c'est pour dire V1, V2, V3, V4, voilà, ainsi de suite. Donc là, je vais mettre ça à V2. Donc, première chose que je vais faire, je vais ça. Voilà. Donc, si je fais Docker image pour voir la liste des images, je vais voir ça apparaître dans la liste. Voilà, donc ce que je viens de créer là, c'est ça. Donc, c'est une copie de l'application, de l'image qui existe déjà. C'est une copie tout simplement. Maintenant que j'ai fait ça, je vais publier ça. Avec cette commande-là, Docker image push. Donc, c'est un peu comme git push. Le principe, c'est le même. Donc, je fais le push. Là, je viens et je fais le push. Voilà, donc il est en train d'envoyer l'image sur le registre. Donc, j'attends quelques secondes que tout soit. C'est bon que ça finisse. Bon, en attendant que ça ne finisse, je reviens sur le truc là. Je vais actualiser ici. Voilà, donc avec Docker Desktop aussi, on peut voir, bon, c'est aussi un outil visuel. Plutôt que de faire des commandes, on peut voir visuellement aussi voilà, la liste des images, donc la liste des conteneurs. Voilà, tout ça,
directement dans le Docker desktop aussi. Donc, c'est aussi très pratique aussi. Donc, ce qu'on vient de créer tout à l'heure, ce sont les deux images là. Donc, l'image MLSAP, puis celle qu'on va pousser vers le registre qui est là. Donc, si je reviens sur les conteneurs, donc ce qu'on vient de lancer est là. Voilà. Donc, le conteneur est en train de tourner actuellement. Donc, ça fait 14 minutes que c'est en train de tourner. Voilà. Et c'est encore en train de tourner. Bon, donc en attendant, je vais revenir sur bon, ma présentation. Donc, c'est un peu ça donc là, on est en train de publier l'application sur le registre. Donc, dans quelques secondes, minutes, l'application sera disponible sur, bon, l'image Docker sera disponible sur le registre dans Azure. Bon, c'est en quelques étapes, voilà, comme je disais, il faut se connecter au registre. Voilà. Ensuite, il faut pusher l'image, puis on retourne de l'autre côté. Bon, ça, je vais revenir dessus après. C'est presque fini. Je vais prendre sur- Ok, donc c'est fini. L'image a été publiée, donc on va retourner de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Et voilà, donc là, je suis sur mon registre. J'actualise. Alors, je vais un instant, je suis en train de chercher mon image qui devrait être quelque part ici. Ok, donc voilà. Donc là, c'est les deux images. Ça, c'est ce que j'avais fait pour mon premier test. Dans ce qu'on vient de publier, comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, de la même manière que GitHub, on fait aussi du versionning des images. Attends, voilà, on fait aussi du versionning côté image Docker. Donc ça, c'est la V1, si on veut, c'est la nouvelle version. Voilà, donc c'est un peu ça s'incrémente en fait. Donc c'est un truc incrémental qui vient s'ajouter, et ainsi de suite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer maintenant une instance, une instance du conteneur Docker. Donc là, je vais retourner sur tous les services. Voilà. On va maintenant déployer le conteneur, cette fois-ci sur Azure. Donc, je vais chercher conteneur. Voilà, donc le service est là, donc je le prends, je fais le plus pour créer.
Donc là, moi, je le fais depuis le portail. Donc, j'ai comment je vais dire ça? J'ai l'interface graphique. Donc, depuis l'interface graphique que je fais. OK. Donc, voilà, l'abonnement, c'est bon. Je vais choisir le groupe de ressources. Je choisis ça. Donc, je vais donner un nom d'application. Donc, pour la région, je vais mettre l'application, c'est pas France quelque part. Voilà. Dans pas de zone de disponibilité. Non, je prends ça. Maintenant, ici, il me demande comment est-ce que je vais faire. Donc, moi, je vais partir d'une image qui est sur le Azure Container Registry. Voilà. Donc là, le registre, j'ai un seul. Donc, il est pris par défaut. Donc là, ici, il choisit l'image. Voilà, il choisit l'image. Maintenant, je vais choisir l'étiquette. Donc, l'étiquette, c'est les tags qu'on a fait. Donc, je vais choisir le 2 là. C'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc là, il me propose bon, tout ce qui est taille de. Donc là, je vais laisser par défaut. Je ne vais pas changer. Donc, je vais maintenant passer à la partie réseau. Donc, bon, je laisse tout ça là privé. Puis pour le port, je vais rajouter le port 5000. Voilà, pour qu'il soit là. Donc ensuite, je vais passer au suivant. Donc là, il me demande la stratégie de redémarrage. Donc on va faire toujours, c'est un peu l'équivalent du, comment je vais dire ça, ce qu'on avait vu, restart always. Donc c'est un peu ça que je fais ici, mais depuis le terminal. Donc là, pour les autres éléments, non, je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais passer. Ensuite, là, c'est pour les ressources Azure en général. Là, il demande si je veux faire une étiquette. Bon, moi, je vais passer ça. C'est ça. Donc là, je viens sur la page où il me demande de vérifier. Bon, il fait un résumé de tout ce que j'ai choisi. Là, moi, je vérifie, c'est bon. Je vais dire de créer. Je lui demande de créer. Donc là, il est en train de créer. J'attends. Bon, quelques mois. Mais avant de, je vais revenir à la slide un peu pour finaliser cette partie-là. Voilà, donc je voulais parler, je ne sais pas si ça va prendre du temps, le déploiement, c'est en cours. Non, c'est toujours en cours. Donc en attendant que ça finisse, donc je vais parler un peu ici de bon, les métiers qui devraient s'intéresser à Docker et tout ça. Donc moi, personnellement, je ne travaille pas dans le développement informatique ou bien moi, je suis analyste de données, mais c'est quelque chose que j'avais aimé dans mon ancienne entreprise. Donc, ça permettait aux développeurs de déployer vraiment très rapidement. Très rapidement. Donc, je ne prends pas, surtout pour mon cas d'usage, c'est par exemple, de l'autre côté, si on fait des applications de data qu'on veut déployer, web ou bien un truc comme ça, c'est avec Docker, c'est très rapide de le faire. Donc, c'était dans ce cas-là que moi, je l'ai appris. Et bon, depuis, je ne l'ai plus lâché. Mais supposons par exemple qu'aujourd'hui, vous voulez devenir un ingénieur DevOps. Donc ça, c'est un must, quoi. Vous n'avez pas le choix, vous devez connaître Docker. Vous n'avez pas le choix, vous devez connaître Docker. Et ce n'est pas compliqué à apprendre. Ce n'est pas très compliqué à apprendre non plus. Donc, supposons que vous êtes admin système. Bon, aujourd'hui, admin système, ça se dit plus trop, on parle d'ingénieur DevOps, mais il y a toujours des appellations, là, ça existe toujours. Donc, administrateur système, bien administration infra. Donc, vous serez amené à travailler avec Docker parce que quand les développeurs vont faire leur application, vous allez préférer déployer avec Docker, c'est parce que c'est plus facile à gérer, c'est plus intuitif également. Donc, si vous êtes ingénieur cloud, dans ça aussi, c'est un truc que vous devez connaître. Maintenant, pour les développeurs full stack, donc ça fait partie aussi de la boîte outils, donc les choses qu'il faut maîtriser. Donc, si vous êtes développeur full stack, Docker va beaucoup vous aider. Donc, quand vous-même vous finissez de déployer l'application et de développer l'application, vous êtes capable vous-même de déployer. Donc, ça, c'est un plus plutôt que d'attendre que ce soit l'ingénieur des boss ou bien l'admin système qui le fasse ou bien les gars de la production. Vous-même, vous êtes capable de développer votre application et déployer. Donc, ça vous rend aussi autonome. Donc, même chose pour les développeurs front-end ou back-end. Donc, si vous faites votre front-end
avec Angular, le backend avec Python, Laravel. Vous pouvez déployer tous ces composants-là avec Docker. Maintenant, ça c'est le côté, tout ce qui touche data, machine learning et tout. Donc, lorsqu'on crée des modèles de machine learning, qu'on veut les déployer, donc c'est plus facile. Docker est très adapté, voilà, pour déployer tout ça. Donc, pour les data engineers aussi, donc si vous avez des applications, bon, généralement ils travaillent ensemble. Donc, pour les déployer, et ça sera un plus pour si même que vous soyez dans un domaine qui n'est pas directement lié au développement, mais ça sera un plus pour vous parce que quand vous allez développer votre modèle ou bien votre application data, vous n'avez pas besoin d'attendre je sais pas, quelqu'un de la production pour vous aider à déployer. Vous-même, vous êtes autonome et vous êtes capable de déployer ça rapidement et facilement avec Docker. Donc ça, c'est pour la partie, bon, les métiers qui sont concernés, par exemple. Ici, j'ai mis une liste de ressources, voilà, pour approfondir un peu pour la curiosité sur Docker. Donc, le code de l'application, si je le mets ici, donc vous allez retrouver le Dockerfile, tout ce qui est comme dedans, et quelques éléments de documentation que j'ai utilisés pour préparer la présentation. Là, on va revenir sur l'application. Voilà, donc là, le déploiement est terminé, donc on va faire accéder à la ressource. Voilà, donc il faut noter que lorsque Docker, comment je vais dire ça, déploie le conteneur, donc il va associer une adresse IP, donc il va être public. Donc c'est à l'adresse IP là que je vais utiliser pour accéder. Et comme je vous disais, le système d'exploitation, c'est comme si on avait créé une machine virtuelle, mais ce n'est pas vraiment une machine virtuelle, c'est plutôt un conteneur dans lequel il n'y a que l'application qui tourne. Donc là, on va aller sur l'adresse IP là. Je vais lancer. Ouais, ça ne marche pas, c'est normal parce que l'application est sur le port 5000. Voilà, donc quand je lance maintenant, je vais sur le port 5000. Là, je retrouve mon application. Donc, on est parti de ce que j'avais chez moi en local. On l'a déployé maintenant et c'est accessible voilà, depuis n'importe où. Donc, si je vous envoie ça dans le chat, vous pouvez accéder. Voilà, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est déjà, bon, je peux retester encore. Non, je peux le tester. Voilà, donc l'application est toujours là. Voilà, je peux voir mon profil. Voilà, je suis déjà sur le profil, je peux créer, voilà, faire les tests. Bon, je peux créer des trucs comme ça. Bon, je peux revenir. Donc, mon application, elle est là, elle est bien fonctionnelle. Maintenant, l'étape ultime pour déployer complètement, c'est que généralement, on ne donne pas les URL là aux clients ou bien aux utilisateurs finaux. Sauf pour comment dire, sauf pour bon, si c'est en entreprise en interne, on peut continuer à utiliser des URL comme ça, c'est-à-dire donner le nom de la machine. Mais ce qu'on fait pour déployer au client final, c'est que les ingénieurs, sysadmin, bien comment là, ils vont faire un mapping entre l'adresse là et une URL publique. Donc ça va être un 3W quelque chose, voilà, pour qu'on accède. Mais derrière tous les 3W là, c'est quelque chose comme ça qu'il y a. Donc il y a l'adresse là. Donc, on ne communique pas au client final. Donc, c'est un peu... bon, voilà un peu l'état final de la démonstration. Donc, on est parti de l'application qui avait un local. Donc, l'application qui est en local ici. Donc, on l'a un peu testé, ça marchait. On a testé avec le conteneur. Puis maintenant, on l'a déployé ici. Donc là, comme je dis, état final pour aller au bout, c'est de par exemple, de dire, je prends un nom de domaine qu'on va mapper avec cette URL-là. Donc, c'est un peu...
Donc voilà un peu, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Donc elle a duré pratiquement tout le temps. Donc, bon, si vous avez des questions, je pense que je vais les prendre. Je vais prendre les questions. Ok, merci beaucoup Joseph pour la présentation. En tout cas, j'ai appris beaucoup, énormément. Merci pour la présentation. Il y avait quelqu'un qui demandait s'il pouvait poser les questions. Donc, je crois que c'est le moment. Hein. Avant que je ne pose ma question, même mes questions. Ok, ok, merci Monsieur Joseph pour la présentation. Vraiment, en tout cas, chapeau. Moi, j'ai kiffé la présentation, c'était clair, pas de bug. Ça prouve que vous maîtrisez ce que vous avez présenté. C'est à féliciter. Bon, la question que moi je voulais poser, c'était au niveau des types de virtualisation, des types de virtualisation. Vous avez parlé de machines virtuelles, après tous les conteneurs. Vous avez parlé aussi d'un dernier truc, AP serverless. Ouais, bon, je vais avoir plus de détails sur ça. Lui aussi, c'est un type de containerisation bien quoi, parce que vous avez dit, si vous voulez que, bon, l'application, on le met en off lorsqu'il n'est pas utilisé et peut-être le met en on si la demande ou bien la requête de demande est envoyée. Je voudrais savoir, est-ce que l'APLS, c'est quoi? C'est en quelque sorte un conteneur aussi, bien c'est juste, on peut dire, un truc d'automatisation, bien un cron, bon, je ne sais pas. Je vais avoir plus d'explications sur ça. D'accord, d'accord, c'est compris. Bon, pour revenir sur les app serverless là, effectivement, c'est basé sur les conteneurs. Donc, c'est basé sur les conteneurs. Maintenant, ici, la différence, c'est que les conteneurs, euh, ils tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Contrairement aux app serverless, c'est que là, c'est un système, bon, c'est dans le cloud que c'est venu. Donc, par exemple, pour Microsoft, je pense que ça s'appelle Azure Function. Et pour AWS, ça s'appelle Lambda Function. Voilà. Donc, l'idée, c'est que je prends un exemple, un cas d'usage particulier. Par exemple, chaque matin, des utilisateurs viennent, par exemple, sur une application, télécharger peut-être des fichiers. Et le reste du temps, plus personne ne vient solliciter l'application. Donc, c'est un conteneur qui tourne, mais puisque personne ne va solliciter l'application la plupart du temps, donc on va simplement arrêter le conteneur, on l'arrête. Maintenant, si jamais dans la journée, quelqu'un sollicite, donc il y aura une petite latence, le temps qu'on redémarre le service. Mais tout revient comme si c'est pour le client, bon, il va se trouver que c'est un peu lent, mais après, tout revient. Puis si après 30 minutes, personne ne sollicite l'application, on arrête encore le conteneur. Maintenant, là, c'est quand quelqu'un utilise. Maintenant, on peut aussi décider, par exemple, je prends le cas des données. Par exemple, on a des traitements qui doivent tourner chaque 4 heures du matin. Donc, ça ne sert à rien de déployer le service pour que ça soit en live 24 heures sur 24, alors qu'on sait que c'est seulement à 4 heures que ça va vraiment être utilisé. Donc là, on a un déclencheur qui, à 4 heures, fait tourner et le reste du temps, c'est down. Maintenant, si quelqu'un a besoin de faire un traitement, il peut le lancer manuellement. Et si après un moment, c'est plus utilisé, il s'arrête encore. Donc, c'est ça son principe. L'idée, c'est d'optimiser les ressources. C'est que l'application ne soit pas en live quand personne n'en a besoin. Donc, c'est un peu ça. C'est pas Euh, si. ok, bon, ok, j'essaie de comprendre un peu. Bon, par exemple, vous avez démontré étape par étape comment on crée une image pour le conteneur et comment on exécute ce conteneur. Est-ce qu'au niveau de APLS aussi, il y a un processus pour ça ou bien, ouais, est-ce qu'il y a un processus pour ça aussi en forme de Oui. conteneur comme vous avez montré tout à l'heure? Dans un instant, voilà. Donc, ça, c'est ça ici. C'est le service ici. C'est
Ça s'appelle application de fonction. Bon, en anglais, Azure Functions, c'est comme ça. Donc c'est sur l'interface aussi, on peut créer. Bon, j'ai jamais utilisé pour vraiment, comme je l'ai expliqué, les cas d'usage sont particuliers. Voilà, donc par exemple ici, dit mettre basé sur les événements, voilà, des trucs comme ça. Donc, bon, on essaie d'aller juste un peu au bout. Donc voilà, je vais créer par je pense que c'est ça. Bon, je pense qu'on peut peut-être après faire un autre, comment dire, une autre présentation pour aller plus en détail. Mais vous pouvez retrouver ça exactement ici pour configurer tout ça. Ok. Bon, c'est bon. Merci beaucoup. Ah, je t'en prie. D'autres questions? Je sais pas, voici où tu avais des questions. J'aurais pu écrire tout ça. Benou, c'est ta question, j'attends. Ok, ma question c'est ce que, je sais pas, le site que tu as conçu là, j'ai essayé d'aller, donc j'ai cliqué sur le lien, mais je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai écrit dans le chat, je ne sais pas ce que tu as vu ce que j'ai écrit dans le chat, je disais que Oui, j'ai vu ça. là, je ne sais pas, en tout cas quand j'ai vu ça, je suis parti sur le site, peut-être on pourrait améliorer ça après, je pense, pouvoir utiliser ça pour des fins perso, quoi. D'accord. Pour la communauté. Je ne sais pas s'il y a plus de questions, je vais faire le rappel rapidement. Et à 20h, il y aura un event sur Azure OpenAI. OpenAI avec Azure, quoi. L'intelligence artificielle. Donc, très bientôt, peut-être je vais envoyer le lien ici pour ceux qui veulent le rejoindre en même temps. Sinon, j'ai compris assez. J'ai compris beaucoup même. Surtout les images Docker. J'utilisais ça. J'utilise Docker, tout ça là, mais j'ai aussi appris certains trucs, surtout Docker sur Windows. Tu vois un peu. Donc, après, il ne faut pas oublier de partager les ressources. Si possible, le PowerPoint aussi dans le groupe, ça serait cool. Ça serait cool, quoi. Pour ceux qui ont suivi, on va continuer. Maintenant, est-ce que tu as un plan pour ceux qui veulent vraiment maîtriser Docker? Comme nous, comme ça. Bon, déjà, il y a les ressources. Un instant, bon, il y a sur un instant, je vais partager ça après. Sur Microsoft Learn, il y a un parcours qui est dédié un peu à ça. Donc, il y a d'autres choses comme ça. Ok. Non, moi, je parlais de choses. Oui. Peut-être, comme tu as déjà fait Docker, je suis en train de dire, peut-être on peut créer un channel dans la communauté MLSA là. Où c'est spécifiquement Docker, tu peux être le lead de là, tu gères ça quoi. Tu vois un peu, non? D'accord. Oui. Ouais, ça m'intéresse. Ouais, c'était un peu ce que je t'en ai pensé. Yes. Ok. Emmanuel dit qu'il a beaucoup compris. Hein. Merci beaucoup, Joseph. Je devrais dormir moins bête. Donc, bon, merci à tous. Oui, je pense qu'il y a une question. Ouais. Bon, je reviens encore. Bon, est-ce que pour la présentation, est-ce que vous pouvez partager ça avec nous? C'est l'une des questions. Et secondo, au niveau de Docker, vous avez dit pour toutes les images, on utilise forcément on utilise une image des systèmes d'exploitation, soit Linux ou bien, je ne sais pas. Maintenant, par rapport à l'explication que vous avez donnée au niveau de APS et Serverless, on sait que, bon, dans l'ancienne méthode, au niveau des admin systèmes, pour programmer ou bien faire certaines automatisations, nous utilisons souvent peut-être des comptes tables. Bon, pour peut-être planifier des trucs. Est-ce qu'au niveau de
après avoir déployé ton conteneur, on a vu accéder au système ou bien à l'application. Vous connaissez dans votre Docker. S'il te plaît, c'est-à-dire, bon, j'ai pas bien compris la partie. Quand tu parles du cron-top, c'est à l'intérieur du conteneur. Oui, à l'intérieur du conteneur. La personne qui joue, je ne sais pas, il voit la télé ou bien. Ok, je vois un peu. Donc, par exemple, comme ici j'ai montré, on peut rentrer dans le conteneur et on a accès au conteneur comme une machine en fait. Donc, je peux faire des choses dedans, tout ce que je veux, comme si c'était sur une machine. Voilà. Donc, je peux faire des installations, faire des mises à jour, bon, des trucs. Ok. Si je veux. Ok. Merci. Donc, juste une question que moi j'ai. Est-ce que tout le monde est dans le groupe MLSA Togo? Bon, juste pour quand on va partager les éléments, en fait, pour que tout le monde puisse retrouver. Je ne sais pas si tout le monde est dans le groupe. Bon, s'il n'y en a pas qui sont dans le groupe, si aussi, vous pouvez partager. Je cherchais le lien du groupe, mais je n'ai pas trouvé. Vous partager dans le chat pour ceux qui ne sont pas dans le... Ok, d'accord. Donc, bon, tout le monde semble être dans le groupe, alors, donc c'est bon, alors. Il y a Et une c'est pas si question de... Il y a une question d'Emmanuel. Ça dit, pouvez-vous expliquer comment déployer et gérer les applications multi-conteneurs avec Azure Container Instance? D'accord. Ok. Je vais revenir montrer un peu ça. Bon. Effectivement, la plupart des applications qu'on gère sont multi. Il n'y a pas un seul service, il y a plusieurs services. Par exemple, on a la base de données, le back-end, le front-end. Bon, ça fait plusieurs composantes qu'il faut gérer ensemble. Donc, ce que Docker prévoit de manière native pour gérer ces cas, c'est Docker Compose. Donc, qui permet de... Un instant, je vais essayer de vous montrer. C'est pas si un instant, je sais de retrouver. Mais je prends par exemple l'exemple de cette application à part Airflow qui a plusieurs composants. Donc, il y a par exemple la base de données, il y a le scheduler, le web server, le worker, voilà, sont plusieurs composants. Il y a Redis, plusieurs conteneurs et plus qui ensemble alimentent la même application. Donc, c'est tous ces conteneurs-là qui font la même application. Donc, ce qui permet de les gérer ensemble, c'est Docker Compose. Donc, par exemple, quand je démarre l'application avec Docker Compose, lui, mais il sait qui dépend de qui doit démarrer en premier, qui doit être connecté à qui. Voilà, donc il fait toute cette orchestration-là. Ensuite, on a aussi sur, par exemple, Azure spécifiquement, on a ce que je montrais ici. C'est Azure Kubernetes qui permet de... Voilà, Kubernetes Services, donc c'est lui qui est utilisé sur le Azure pour gérer plusieurs conteneurs. Donc c'est le service qui est utilisé généralement par les gens pour gérer. Donc ça permet de gérer tout ce qui est orchestration de plusieurs conteneurs ensemble. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Donc c'est avec ça qu'on gère ce service-là, qu'on gère plusieurs applications qui sont démarrés, qu'est-ce que je vois, plusieurs composants qui sont démarrés dans des conteneurs. Voilà, donc si vous avez plusieurs conteneurs, c'est avec ça que vous allez utiliser. Sinon, de manière native, il y a Docker Compose qui permet de le faire aussi. C'est bon. D'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, bon, merci pour... Il y a des mains levées. Il y a M. Kossi Benou qui a levé la main premièrement. Ensuite, quand on va finir avec lui, on va passer à M. Yempap. C'est Madame Yempap. D'accord, ok, oui. Madame quoi? C'est Madame Yempap. C'est pas Ah, monsieur. ok. C'est une dame.
Ah, ok, merci beaucoup. Et j'en suis navré. Jeffrey, tu es mijosi. Ok, Allô? bon, je pense que c'est... Oui, allô, Oui, bonsoir à tous. ça. Oui, moi, je n'ai pas vraiment suivi la présentation parce que j'étais dans un autre call là. Et je suis vraiment désolé pour cela. Mais pour le peu que j'ai suivi, je n'ai pas pour le moment des questions, mais j'ai voulu juste apporter une contribution par rapport à l'ami qui avait posé la question concernant l'APP Serverless. C'est que les applications Serverless, euh, pour ce type d'application, vous n'avez pas à gérer tout ce qui est l'infrastructure et les OS, tous les serveurs qui doivent tourner pour que cette application-là puisse fonctionner. Donc, ce qui fait que les cloud providers, ils proposent des services comme par exemple chez Azure, où Azure propose le service Azure Function, comme par exemple chez AWS qui propose Lambda, où le développeur, lui, il n'a juste qu'à écrire son code et le code pour son exécution, ça va dépendre de la requête qui est envoyée, qui va déclencher l'exécution de cette fonction-là. Donc, pour notre ami, vous n'avez pas à vous occuper de l'aspect infrastructure ou tout ce qui doit être mis en place d'abord avant que l'application puisse tourner. Donc, c'est en fait ça le rôle de ce type de service. Et ensuite, par rapport à sa deuxième question aussi, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est bien, Docker propose Docker Compose et dans Docker Compose.yaml, ce fichier de configuration-là, en fait, toutes les configurations, il y a des instructions comme depend on qui doivent être définies pour que tel service-là, ou bien tel conteneur doit dépendre de tel conteneur. Donc, si tel conteneur n'est pas en cours d'exécution, tel là ne peut pas fonctionner. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tout est vraiment bien défini dans ces outils-là. Donc, c'est juste la contribution que j'ai voulu apporter. Ainsi. Oui, merci Merci beaucoup. beaucoup, monsieur Kossi, pour cette contribution. Pour les multi-conteneurs aussi, il est possible qu'on ait des conteneurs qui ne dépendent pas forcément de certains conteneurs et on a besoin de certains services en lien URL pour pouvoir communiquer avec d'autres services tout simplement également. Ou carrément, on a un service qui travaille autonome et de façon autonome dans d'autres conteneurs tout simplement. Genre pas forcément côté utilisateur ou côté serveur, mais juste des minimes configurations côté administrateur pour pouvoir gérer des actions spécifiques et contrôler des trucs spécifiques. Donc, il est possible de mettre ces différents services-là dans le fichier de configuration et les utiliser avec des pros différemment. Donc, c'est super top. Merci beaucoup. Maintenant, si M. Joseph a quelque chose également à ajouter pour Je la pense qu'il y a contribution de la part de M. Kossigwe, ce serait top. Au cas contraire, on va continuer avec Madame, et j'en suis navré si j'ai dit Monsieur au prime abord. J'en suis vraiment désolé. Alors, ok, donc, bon, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que c'est dit. C'est exactement ça le principe. Maintenant, je pense qu'on prend la question de Yampa. Bon, c'est pas d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient poser des questions. Que s'il y a plus de questions. C'est comme madame n'aime pas parler. C'est juste que c'est comme on n'entend pas. Ou bien c'est moi qui vois mal. C'est vrai que Avec le son micro micro est est ouvert, actif. mais ouais. Ok. Bon, je pense que la prochaine présentation aussi va démarrer sous peu. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Non. Attends, il n'y a pas d'autres questions quoi. Madame n'aime pas parler. Ou bien elle peut écrire dans le chat là. Ouais. Ne laissez pas Madame ne pas parler.
Sinon, enfin, on ne te reçoit pas. Si tu es en train Ok, de elle a parler écrit. actuellement, on ne te reçoit Elle a pas. laissé dans le chat. Le mieux, je pense, serait bien d'écrire dans le... Voilà, voilà. Bon, je lis la question. Ma question se porte sur la gestion des permissions et des accès dans les environnements Docker, en particulier des équipes. Donc, comment ça se passe? Bon, je prends un exemple un peu typique donc, de gestion d'accès. Donc, je vais revenir avec un truc là, par exemple. Je vais venir ici. Bon, je vais plutôt prendre celui-là. Bon, là, par exemple, j'ai plusieurs. Là, ce sont des conteneurs qui sont sur ma machine. Donc, la question, c'est comment on gère les accès. Bon, je prends le cas où les conteneurs sont déployés sur, comment je vais dire ça, sur une machine virtuelle. Donc là, toutes les personnes qui ont accès à la machine virtuelle ont accès aux conteneurs. Ils peuvent manipuler les conteneurs. Donc, bon, ça, bon, donc ça va dépendre un peu de la gestion des accès dans le cas d'une machine virtuelle, va dépendre des accès à la machine virtuelle elle-même. Maintenant, par exemple, pour ce qu'on vient de déployer ici, donc là, ce qui va s'appliquer, c'est le role based access control dans la logique airbag de Azure qui s'applique. Donc, si moi, je n'autorise pas quelqu'un à accéder à mon instance Azure, truc là, donc personne ne peut faire quelque chose. Donc là, tel que je l'ai fait, vous pouvez accéder à l'application qui est déployée, mais la ressource elle-même, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, sauf si moi, je vous donne l'accès. Donc, c'est un peu ça le côté. Mais si c'est déployé sur une machine virtuelle, donc celui qui va accéder à la machine va accéder aux conteneurs qui sont déployés dessus. Donc, il n'y a pas une gestion particulière. Donc, je ne sais pas si peut-être... bon, voilà un peu, c'est ce que j'avais comme élément de réponse. La gestion des droits, c'est, dans le cas de Azure, c'est géré par le système de gestion d'accès. Si je ne donne pas l'accès à des utilisateurs, ils ne peuvent pas accéder à la ressource. Par contre, ils vont accéder aux applications qui sont déployées, mais pour la ressource elle-même, ils ne peuvent pas accéder. Maintenant, pour le cas des machines virtuelles, si Docker déploie sur une machine virtuelle, donc que j'accède à la machine virtuelle, donc je peux voir tous les conteneurs qui sont sur la machine, je peux accéder et faire des actions. Voilà. Donc ça, c'est pour ma part. J'ai jamais exploré vraiment cette partie de sécurité à fond. Donc, voilà mon élément de réponse. Bon, peut-être, je ne sais pas, avec Benoît, peut-être des éléments à rajouter peut-être sur ce point-là. Ou bien Kofi Jules. Je peux y aller? Oui, oui, bien sûr. OK. Pour le cas de la gestion des images et des conteneurs Docker, c'est dans un environnement Docker, il faut utiliser la commande Docker pour pouvoir les manipuler. Et donc, un utilisateur qui est dans cet environnement-là, que ce soit on-premise ou bien dans une machine virtuelle ou bien dans du cloud, par exemple, même si la personne est connectée, il y a le groupe Docker. Si l'utilisateur n'est pas dans le groupe Docker, ça ne va jamais marcher. La commande Docker ne va jamais marcher. Il faut que la personne soit du root d'abord avant que ça ne puisse marcher. Ou soit la personne utilise le sudo. Et si la personne n'est pas dans le groupe sudo, ça ne pourra pas marcher. Donc, pour ce cas, l'aspect sécurité, c'est bien muselé par Docker. Donc, c'est ça. Donc, tu ne peux pas être sur la machine comme ça et manipuler les images et les contenus. Donc, tant que tu n'as pas accès à la commande Docker, tu ne pourras pas manipuler ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci beaucoup pour ta contribution. Bon, j'avoue que c'est un sujet sécurité. Bon, j'avoue que je ne suis pas vraiment exploré. Mais là, merci beaucoup. Tel que tu l'as dit, effectivement, si plusieurs utilisateurs sont sur la machine, donc il faudrait qu'on les ajoute au groupe Docker pour qu'ils puissent exécuter les commandes. Bon, je pense que ça répond à la question, effectivement, d'accès, de permission dont elle parle. Donc, merci beaucoup.
C'est pas d'autres questions, peut-être s'il y en a. Bon, il y a pas, je pense que tu peux baisser la main maintenant que c'est bon. C'est pas d'autres questions. Plus d'autres questions. Bon, s'il te plaît, l'événement qui suit, tu en parles en même temps. Ouais, j'avais balancé le lien, j'ai balancé le lien dans le chat, donc je vais rebalancer. Donc, je crois que ça suit dans 2 minutes là. Je vais rebalancer le lien. Je crois que c'est Azure AI. Donc, on se voit dans 2 minutes avec le Tu peux nouveau lien arrêter, qui est envoyé dans le groupe oui, Melissa Togoku tu peux arrêter le pour tout ce qu'il recording, y a au Joseph. niveau de Azure AI. Donc, Monsieur Julien va nous parler de Azure et de l'intelligence artificielle de surcroît au niveau de Azure. Vous savez très bien que Microsoft a acquis OpenAI et du coup, voilà. Jeffrey, s'il te plaît, tu Merci à peux tous. arrêter le record chez toi. Ça y est, c'est bon.